Des aéroports, des ports, des frontières fermées pendant des mois, des millions d'usines de production à l'arrêt, des milliards de personnes à travers la planète confinées chez elles. Pourtant, dans le même temps, la consommation des choses essentielles comme manger, boire, s'éclairer, se vêtir, se chauffer dans les zones froides ou encore se soigner ne s'est pas arrêtée. Un scénario catastrophe que presque personne n'avait anticipé, qui oblige les dirigeants du monde à rivaliser d'ingéniosité pour garder leur pays à flot. Subventions aux entreprises, chômage partiel, télétravail, report des dettes, soutien aux banques et compagnie. Certaines grandes puissances ou grands ensembles continentaux, devant cette situation inédite, face à la gravité de la situation à la fois sanitaire et économique, n'ont pas hésité à sortir la planche à billets, avec un focus. Comment sauver leurs administrés, leur population de ce virus? Oublier les traditionnels discours sur la mondialisation et la solidarité internationale. Bien que, Dieu merci, l'Afrique n'ait pas été, du moins pour l'instant, le cimetière géant que prédisaient certains spécialistes et personnalités de premier plan, elle a aussi été durement touchée. Elle compte certes moins de victimes, mais son économie en pleine croissance a été fortement touchée, fortement affectée, avec dans de nombreux pays de grosses pénuries dans des produits essentiels qui jusque-là étaient systématiquement importés. Riz, viande, poisson, poulet, fruits, légumes, médicaments, matières premières pour certaines unités de production. Et dans le même temps, certains producteurs, pour des industries étrangères, se sont retrouvés avec leurs matières premières stockées dans leurs hangars. Un désastre, un cataclysme économique que certains, de plus en plus en Afrique, considèrent comme un électrochoc qui doit être salvateur, qui doit changer les paradigmes. Mais en quoi la pandémie du Covid-19, avec son cortège de drames, de morts, pourrait-elle constituer une opportunité? Comment le Covid-19 peut-il être le catalyseur de la 4e révolution industrielle, comme le disent certains? La question est posée aujourd'hui à d'éminents financiers africains, à des spécialistes de l'économie et de l'inclusion financière, réunis ici à Dakar, au Sénégal, à l'occasion de la 3e édition du Financial Africa Awards, organisée par le magazine Financial Africa. D'abord, Madame Rekia Madougou, ancienne ministre de la Justice, garde des Sceaux du Bénin, spécialiste de l'inclusion financière. Elle en a fait un véritable engagement. Elle vient de publier un livre « Soigner les certitudes », c'est le titre, qui, avant le Covid-19, tenait déjà compte de la majorité, les oubliés du monde de la finance. Bonjour, Madame Rekia Madougou. Bonjour, Monsieur Foucault. Merci d'être à Dakar. Second invité de ce plateau, Sidi Oulta, directeur général de la BADEA, la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, ancien ministre des Affaires économiques de la Mauritanie. Bonjour, Monsieur Ta. Bonjour, Monsieur Foucault. Merci d'être là. Notre troisième invité de ce plateau est Monsieur Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Banque d'affaires et société de conseil en investissement Southbridge. Bonjour, Monsieur Lionel Zinsou. Bonjour, Alain. Alors, on entend de plus en plus des Africains dire la Covid-19, ou le Covid-19, c'est selon chacun dit comme il l'entend, est une opportunité pour l'Afrique, est une opportunité que l'on devrait saisir, peut-être pour changer les choses. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est pas un peu aller vite en besogne, Lionel Zinsou? Moi, je trouve que c'est aller un peu vite en besogne. Je supprimerais le mot « opportun ». C'est jamais opportun de passer par une peste qui décime le monde pour pouvoir changer plus vite. En revanche, je crois que c'est une vraie prise de conscience en Afrique qu'on a des moyens d'action et qu'on n'est pas toujours non plus les victimes du destin. Au fond, une chose qui est importante, c'est que notre démographie, notamment notre jeunesse, le fait que la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne ait moins de 18 ans et que cette pandémie affecte moins les jeunes, nous a mis dans une situation un peu moins mauvaise. Enfin, n'oublions pas les tragédies familiales, n'oublions pas les entreprises à l'arrêt. Donc, opportun, ça me choque. Prise de conscience du fait qu'on a les moyens de résister, qu'on a les moyens d'être résilient, ça, je crois que oui. Et accélération de transformation qui était déjà là. Dans le domaine de la finance, puisque ici on est réunis entre financiers, on s'est aperçu que oui, même en Afrique, on peut aussi distribuer des secours rapidement, en mobile money, en paiement électronique, en utilisant les 600 millions de téléphones portables de la population. Oui, on s'est aperçu qu'on peut lire les changements du monde rapidement et que l'Asie est allée très vite dans sa réponse, l'Europe est allée lentement, et bien l'Afrique est allée encore plus vite que ceux qui étaient allés vite. C'est-à-dire que sur quelques dizaines ou centaines de cas dans certains pays, on a pu réagir, mettre en place des confinements qui ont leur
coût social et économique, mais qui préserve des vies humaines. Et puis on a vu aussi une Afrique qui s'organisait comme s'il y avait une accélération de l'unité. La réunion tous les vendredis des chefs d'État autour du président de l'Union africaine, le président Cyril Ramaphosa, et nous sommes au Sénégal, et le président Macky Sall à ses côtés, qui fait partie de cette task force hebdomadaire, elle a pris en main rapidement sur la dette pour créer de l'espace budgétaire. Ça, c'est pas connu qu'il y avait cette réunion hebdomadaire. C'est une réunion hebdomadaire où il se passe vraiment quelque chose. Elle est virtuelle, donc ça c'est l'accélération digitale, et elle est précédée d'une réunion des ministres des Finances techniques, et on a nommé 4 envoyés spéciaux de l'Union africaine, on a pris à bras-le-corps. Mais à 55 pays, on a pris les questions comme la réduction de la dette, le moratoire sur la dette. On a persuadé le G20. Des chefs d'État hors du continent sont invités. Un jour, le président Macron est venu. On lui a dit « aide-nous pendant le G20 ». Et il a convaincu Mme Merkel. Enfin, il y a un leadership africain qui s'est affirmé en temps réel. Et puis, je voudrais saluer devant le président de la BADEA le fait que nos institutions africaines, multilatérales, mais africaines, comme la BADEA, comme l'Afreximbank, comme la BAD, ont également réagi rapidement et mis très très vite des moyens au service des gouvernements pour déjà couvrir les dépenses sanitaires. Donc, voilà, ça, c'est pas opportun, mais c'est résilient, c'est résistant, et c'est ça qu'on a appris. On a les moyens d'aller vite et parfois de faire bien. Et de pas forcément prendre des avions pour les grands sommets. Cette fois-ci, ça se fait, on va dire, en distanciel, puisque c'est le nouveau terme utilisé. Rekia Madougou, partagez-vous ce point de vue? Avez-vous le sentiment que c'est une, je ne veux pas reprendre le terme, mais ça revient régulièrement, une opportunité? En réalité, je pense que la crise à la Covid-19, cette pandémie qui nous a frappés dans le monde entier, a été beaucoup plus, je dirais, un moment de questionnement. Un moment de questionnement parce que, en tout cas, à la faveur, pardonnez-moi cette expression, à la faveur de cette pandémie, on a compris que le changement de paradigme que les États africains chantaient était possible. Et surtout, si on y prenait garde, on pouvait facilement dérouter la barque. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ce qui s'est passé a démontré beaucoup plus la capacité de résilience des acteurs de l'économie réelle. Pourquoi je le dis? C'est vrai, et je salue ce que le Premier ministre Zinsou a rappelé tout à l'heure. Je salue vraiment la célérité avec laquelle nos États, nos gouvernements ont pris à bras-le-corps l'élaboration des mesures pour faire face à la pandémie. Je salue notamment aussi l'implication des organisations internationales et notamment des banques multinationales qui ont permis multilatérales, qui ont permis finalement d'avoir une réponse à tout le moins sanitaire. Mais je me désole du fait que malheureusement, c'est un peu comme si chaque fois dans ce genre de situation, à la fois des situations de crise ou même des situations que j'allais dire normales, je me désole, disais-je, qu'on se retrouve souvent en face d'économies à 2 vitesses. C'est-à-dire nous avons des décisions, de très belles stratégies qui sont élaborées au niveau macro. C'est très bien, on en a besoin. Mais malheureusement, leur articulation au niveau micro peine. Or, il se fait que la plupart de nos pays en Afrique au sud du Sahara sont majoritairement des pays qui sont composés dans leur typologie d'économie dite informelle, qui sont composés de nombreuses très petites entreprises, pratiquement 90%, qui sont composées majoritairement de ménages vulnérables. Mais souvent, les mesures que nous prenons n'arrivent pas à descendre vers ces acteurs-là. C'est-à-dire, on prend des grandes décisions là-haut, ça bénéficie aux grandes firmes et aux grandes structures, mais rarement... Mais je vais même illustrer ce que je dis. Je vais même illustrer mon propos. Je me désole de l'absence d'une structure avec laquelle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui devait être avec nous. Avec laquelle j'aime bien échanger sur ce sujet. Vous savez, par exemple, lorsque cette crise est survenue, la Banque centrale a pu prendre des mesures. Et je vais en citer juste 2.
La Banque centrale, par exemple, effectivement, a œuvré pour que des lignes de crédit soient mises à la disposition des banques pour que ces banques commerciales-là puissent effectivement alimenter l'économie ou, à tout le moins, en tout cas, pallier au choc. Il se fait que cette Banque centrale, en prenant ces mesures, propose également que ces banques commerciales puissent forcément, à travers donc leur partenariat, à travers le refinancement qu'elles doivent produire en direction des systèmes financiers décentralisés, eh bien, il se fait que cette banque centrale, en mettant en place ces ressources-là, n'a pas malheureusement suivi la mise en œuvre de cette mesure. Pire, qu'est-ce qu'on a constaté sur le terrain? On a constaté sur le terrain que la plupart des institutions de microfinance, finalement, n'étaient même pas éligibles. Pourquoi? Parce qu'il y a à côté des normes prudentielles qui n'ont pas été allégées. Et la plupart des institutions de microfinance étaient déjà en situation difficile, avaient déjà atteint la norme, par exemple, en termes d'engagement. Et donc, du coup, il y a des ressources disponibles auprès des banques commerciales, mais auxquelles elles n'ont même pas accès pour pouvoir financer. C'est resté à un niveau supérieur, ça ne descend pas plus bas. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On croit vouloir régler un problème, mais on agit encore plus sur la surliquidité des banques commerciales, et donc, ça ne descend toujours pas. Bien. On va revenir là-dessus, sur cette question de la Banque centrale, et on posera la question à Lionel Zinsou, qui n'est pas banquier central, mais qui, je pense, sur cette question-là, a des informations que nous n'avons peut-être pas ici. Mais avant, j'ai envie de poser la question à M. Ta. Vous qui êtes ministre, qui avez été ministre et qui êtes à la tête de la BADEA, est-ce que cette crise de la Covid offre de nouvelles perspectives? Est-ce qu'à travers elle, il y a des choses qui s'ouvrent dans le monde de la finance, pour l'Afrique en tout cas? Je pense qu'au moins cette crise aura eu le mérite d'ouvrir nos yeux sur un certain nombre de réalités qui étaient là. Je citerai 4 réalités. La première réalité, c'est que nous pouvons faire beaucoup de choses sans nous déplacer. Aujourd'hui, les banques de développement, la plupart des multilatérales, n'ont pas encore regagné leur bureau, mais continuent quand même à travailler et à analyser des dossiers, à donner leur accord, sans même que des réunions formelles n'aient lieu. Deuxième réalité, c'est que l'Afrique regorge de talents. Parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations pendant cette période de Covid pour permettre l'adaptation à la situation. Des tailleurs, les gens ont pensé à des solutions locales maintenant. Des tailleurs qui n'ont plus de travail se sont transformés dans la confection des masques pour Covid. Des restaurants qui ont changé leur mode opératoire et font du delivery à domicile. La livraison à domicile. La livraison à domicile. Donc ça montre un peu l'ingéniosité et les talents qui sont là. Aussi en matière de transformation digitale, on a vu beaucoup d'applications se développer pour permettre le financement, le transfert de monnaie par mobile et le paiement d'un certain nombre de services. Maintenant, je voudrais rebondir sur la question des petites et moyennes entreprises. Et cette question, nous en avions débattu à Joburg il y a plus d'une année. Oui, tout à fait. Il y a un an. Absolument. Et nous avions eu la volonté d'organiser une rencontre pour toutes les parties prenantes. Parce que au SME, PME Forum de Johannesburg. Absolument. Et donc, nous avions conclu que la question n'était pas uniquement une question de financement, mais aussi une question d'organisation, une question d'appui aux petites et moyennes entreprises, mais aussi de réglementation et de cadre institutionnel. Et donc, je pense que Madame la ministre l'a évoqué. Le problème aujourd'hui pour nous, banques de développement, quand nous octroyons des lignes de financement aux banques, l'écho que nous recevons de la part des petites et moyennes entreprises, c'est que cet argent-là n'arrive pas à leur niveau. Et donc, il faudrait... C'est les banques qui en bénéficient, mais ça ne descend pas plus bas. Oui, mais quand on demande aussi aux banques, elles vous disent, nous ne pouvons pas prêter sans garantie. Donc il y a réellement un problème qu'il faut régler. Et je pense que la principale leçon qu'on doit tirer de Covid-19... Il n'y a pas encore le 20. Épargnez-nous ça, s'il vous plaît. Le 2.0 de la Covid. C'est qu'on doit réellement traiter cette question au plan institutionnel, au plan réglementaire et au plan des missions d'appui à la petite et moyenne entreprise. Car en Afrique, c'est le tissu économique essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises. Et on l'a vu pendant la pandémie, les gens étaient confinés chez eux, donc ils ne pouvaient pas gagner leur vie.
certains gagnaient les vies au quotidien. Et donc, ils ne pouvaient plus gagner. Et les banques de développement que nous sommes n'étaient pas capables de les atteindre. Parce qu'il fallait passer par les banques qui, finalement, se trouvaient en situation de surliquidité. Et c'est pourquoi nous avons maintenant commencé à travailler avec le PNUD en particulier pour un programme des Nations Unies pour le développement. Programme des Nations Unies pour le développement, pour réellement un programme pour ce qu'on appelait la réponse. Il y a eu la réponse sanitaire, il faut la réponse économique. Et surtout en faveur des petites et moyennes entreprises. Nous avons commencé des opérations pilotes au Tchad. Nous venons d'approuver notre opération en Guinée équatoriale et bientôt au Cameroun. Et donc, nous voulons aller vers les bénéficiaires qui n'ont pas accès au financement. Tout à fait. Trouver une vraie passerelle maintenant. Absolument. Pour toucher les plus nombreux. Alors, on a vu beaucoup de pays du monde recourir à des mécanismes particuliers pour venir en aide à leur population. Et on a souvent reproché aux Africains d'avoir été frileux dans ce domaine-là, d'attendre toujours que le Nord, le FMI, la Banque mondiale leur disent ce qu'il faut faire. Est-ce que ce n'est pas là l'occasion pour ces structures, notamment la Banque centrale, de se dire, bon, on va avoir nos propres mécanismes, nos propres règles qui s'adaptent à notre environnement et qui touchent le plus grand nombre dont parlait Mme Rekia Madougou à l'instant, Lionel Zinsou? Alors, moi, je pense que les banques centrales ont beaucoup travaillé. Maintenant, elles ont aussi leurs contraintes et elles ne peuvent pas travailler seules. D'ailleurs, ce qui me frappe dans ce que vient de dire M. Oulta, c'est vous faites des expérimentations, vous les faites au Tchad, vous les faites en Guinée équatoriale. Et il y a quelque chose de très frappant, je trouve, c'est que l'Afrique regarde l'Afrique et cherche les solutions africaines en Afrique. Et on se regarde tous. Le Togo est allé plus vite que tout le monde à distribuer des secours par les paiements électroniques. Le Rwanda est allé plus vite que tout le monde en matière de beaucoup de sujets sanitaires, mais aussi en matière de secours en nature. Vous avez eu le Maroc qui est allé très vite en création monétaire, pour le coup, etc. Et il y a un échange de meilleures pratiques. Eh bien, même entre les banques centrales, ça se produit. Maintenant, il y a quand même des chaînons manquants. C'est pour ça que je crois que quand la BADEA dit « nous voulions faire une rencontre de toutes les parties prenantes pour savoir comment on atteint vraiment les bénéficiaires », c'est très simple. On a un problème d'accès pour les PME en matière de financement et on a un problème d'accès des familles les plus pauvres. C'est l'évidence. Mais les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font? Elles remettent de la liquidité pour que les banques soient en état d'agir. Par exemple, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a réagi très très vite en admettant qu'elle allait refinancer directement la microfinance. Et ça, c'est important parce que la microfinance cherche toujours des ressources, elle est obligée d'emprunter, et notamment en dehors du continent. Comme vous le disiez, simplement, là, ils ont dit, vous serez refinancé sur place, depuis Dakar, on refinancera systématiquement. Ils ont fait ça très vite. Et pourtant, ça n'atteint pas les bénéficiaires de la microfinance. Parce qu'on a un problème qui a été soulevé, qui est celui de la garantie. Quand on dit la France garantit 90% des montants de prêts qui ont été fournis pour soutenir les entreprises en urgence. L'Allemagne, 100%. Le Maroc, 95%. Pour l'Afrique subsaharienne, pour l'essentiel, c'est garanti à 0%. Il n'y a pas de système de garantie. C'est bien d'avoir une banque centrale, c'est bien d'avoir des banques primaires, c'est bien d'avoir des institutions de microfinance. Il nous faut ce mécanisme. Alors, il est en progression, il existe, on sait faire, on a les atouts, on va accélérer. Mais c'est très très important qu'on puisse avoir des prêts garantis. D'autant que pour les entreprises maintenant, en Afrique, on est en train de rebondir un peu plus vite que les autres. Nous sommes à Dakar, le ministre de l'économie et des finances disait ce matin, de l'économie et du développement et de la coopération, disait ce matin Monsieur Amadou Hott, que nous aurions probablement un 4e trimestre positif en termes de croissance, et ça se voit dans les rues, sur les marchés, dans les hôtels, etc. Bon. Mais pour arriver à rebondir, il ne va pas seulement falloir endetter les entreprises, il va falloir leur donner, dans ce qu'on appelle le haut de bilan, des capitaux longs, de l'argent à 5 ans, 10 ans, 12 ans, des fonds propres ou des quasi-fonds propres. Parce que sinon, on va avoir, pour les quelques entreprises qu'on aura vraiment atteintes, on va avoir en plus d'entreprises surendettées. Alors, il nous faut aussi ce genre de prise de risque à 10 ans. On a encore plus besoin de garanties. Et c'est techniquement pas très compliqué à faire. On met de l'argent, quand on met 10 de garantie, on peut faire 100 de crédit.
Et l'expérience montre que le risque africain est très inférieur à la perception. Faire toujours très attention aux perceptions sur l'Afrique. On avait la perception qu'on allait être les plus grandes victimes de la pandémie. On est de loin le continent qui en est le moins victime. Mais c'est pareil pour le risque financier. On a l'impression qu'on est le continent du défaut, le continent où on a des risques considérables. On est parmi les continents qui ont le moins de risques financiers. Donc, quand on met 10 de garantie, c'est un très bon emploi de l'argent public, budgétaire, multilatéral. Ne disons pas que les multilatéraux ont été frileux. Tout à l'heure, je rendais hommage aux multilatéraux africains. Mais le Fonds monétaire est allé très très vite. Au moins, le Fonds monétaire est allé plus vite que jamais. Et donc, mais dans cette situation, le Fonds monétaire est allé plus vite que jamais partout, pas seulement en Afrique. Pas seulement en Afrique. Mais pour une fois en Afrique, quand même. Pour une fois en Afrique. C'est vrai que de ce côté-là, si c'est pas souvent. L'argent des multilatéraux, vous mettez 10 de garantie, vous faites 100 de crédit. Et à ce moment-là, les banques rentreront en jeu parce qu'elles n'ont pas assez de garanties sur le secteur informel, elles n'en ont pas assez sur les petites et moyennes entreprises. Si vous les garantissez jusqu'à un certain niveau, pas forcément 100%, vous verrez que ça descendra. Même chose pour les portefeuilles de microfinance, ça descendra vers l'économie réelle, les agents économiques si chers à On va en parler Rekia. justement de ces agents économiques si chers à Rekia Madougou. Alors nous avons évoqué ce que les États ont fait dans l'immédiat, ou en tout cas les institutions à la fois nationales et internationales, pour répondre à la question de la pandémie. Aujourd'hui, on dit qu'on va pouvoir profiter de cela pour changer les paradigmes, surtout pour le plus grand nombre. Qu'est-ce qui doit être fait tout de suite financièrement pour aider le plus grand nombre, pour accompagner le plus grand nombre, pour qu'on se dise, voilà, on a changé les mentalités, on a changé les paradigmes. Rekia Madougou, vous qui les côtoyez, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux tout de suite? Pour répondre à cette question, je vais d'abord féliciter le président de la BADEA, le ministre Oulta. Ce qu'il faut faire, on l'a entendu dans son propos. C'est-à-dire que le changement de paradigme pour lequel nous militons et que nous appelons de tous nos voeux en faveur du financement des très petites entreprises et des ménages vulnérables, il l'a exposé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte des sentiers battus, qu'on se dise qu'à la faveur de cette pandémie, on peut encore une fois, revoir notre dispositif pour que finalement, dans la chaîne de valeur financière, parce que c'est une chaîne de valeur financière qui commence par les grandes organisations, les grandes institutions financières, à savoir par exemple les banques de développement, les banques commerciales, les banques centrales, les banques commerciales, jusqu'à tomber au niveau des entreprises et des ménages. Et donc, finalement, c'est qu'il faut repenser cette chaîne de valeur financière et se dire que, par exemple, quand nous prenons le maillon refinancement, que finalement, ce qui compte le plus, ce n'est pas tant les lignes de crédit que nous mettons à la disposition des banques commerciales, mais c'est surtout les conditionnalités qui accompagnent la mise à disposition de ces lignes de crédit. Les adapter à l'environnement et à la réalité de tout le monde. De tout le monde. Et notamment, par exemple, l'expérience dont il a parlé tout à l'heure, le ministre Oulta, en faveur directement des très petites entreprises et des ménages vulnérables, cette expérience, qui est un pilote, mérite d'être effectivement évaluée et d'être complètement vulgarisée sur le terrain dans le continent. D'autant d'ailleurs que ce genre d'expérience a démontré toute sa pertinence dans plusieurs pays. Chaque fois qu'il a été question d'aller directement vers les bénéficiaires finaux, on s'est aperçu que, par exemple, apporter des appuis financiers et techniques aux femmes, ça a apporté des fruits dans plusieurs pays. Apporter des appuis financiers à des groupements de jeunes ou des groupements d'agriculteurs, ça a apporté ses fruits. Et je reviens encore sur un passage de son propos que je confirme, c'est-à-dire que lorsque vous venez et que vous organisez ces bénéficiaires et qu'à côté, vous leur apportez les ressources, eh bien, vous avez les résultats. Et je voudrais aussi rebondir sur un propos du Premier ministre Zinsou pour renchérir en disant qu'effectivement, en tout cas, la Covid-19 a permis à nos gouvernements de penser autrement et de façon très rapide, de façon aussi collaborative, leurs interventions sur le terrain. Ça, c'est vraiment à saluer parce que, vous savez, avant la Covid-19, on parlait beaucoup de lourdeurs administratives. Je pense que dans ce contexte, en tout cas, à tout le moins par rapport aux mécanismes qu'il fallait mettre en place pour juguler à la fois la crise sanitaire et la crise économique, même si, bon, pour la crise économique, c'est à voir. C'est à voir, mais en tout cas, il y a eu
effectivement des volontés politiques très manifestes. Mais je voudrais relever un propos qui, ma foi, mérite quand même d'être chaque fois révélé. Les banques commerciales, contrairement à ce qu'on s'imagine, ne sont pas toujours très réactives, même quand elles sont en présence de garanties partielles. Le Premier ministre sait très bien que dans plusieurs contextes, dans plusieurs projets, les banques commerciales se sont retrouvées en situation où le risque a été partagé avec elles, le risque a été porté partiellement, mais pourtant, elles étaient réticentes à accompagner les entreprises. Vous savez pourquoi? Mais si une banque, finalement, attend d'avoir 100% de garantie avant de se risquer, c'est que ce n'est plus une banque, ce n'est plus son métier. Parce que le métier de banquier, c'est d'abord d'évaluer un risque et plutôt maintenant de prendre ce risque et s'engager pour pouvoir faire du profit. Mais si, au niveau du continent, on s'attend à ce qu'on ait 100% de garantie avant d'avancer, c'est pas possible. Et j'ai un exemple concret, précis en la matière. J'en ai plusieurs, mais il y en a un que je peux évoquer très rapidement, qui est le mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage du risque, qui est un excellent projet qui a été mis en place au Togo, sur d'ailleurs inspiration d'un projet similaire NIRSAL au Nigeria, qui fait ses preuves, dont le pilote a fait ses preuves. Et dans ce mécanisme de partage de risque, tout a été mis en œuvre pour rassurer les banquiers, qui d'ailleurs eux-mêmes ont participé à l'élaboration du mécanisme. C'est-à-dire qu'ils ont mis sur la table tout ce qui les bloquait pour financer l'agriculture, qui est quand même un maillon essentiel de notre développement, absolument, puisque c'est notre priorité en matière de potentialité. Finalement, dans ce chaînon ou dans cette chaîne de partage de risque, il y avait que la banque devrait prendre en charge 50% de risque dans certains des cas. On s'est aperçu que même dans des conditions pareilles, où le risque a été partagé, a été porté en partie, où surtout toute la chaîne de valeur a été renforcée, qu'elle a été organisée, que les capacités ont été améliorées, malgré cela, les banques n'ont pas voulu suivre. Absolument. Elles ne veulent pas suivre. Moi, j'ai envie que dans cette seconde partie, nous parlions de prospective. Nous parlions des choses qui vont apporter cette révolution que l'on appelle tous de nos voeux ici. Vous, les financiers, en regardant ce qu'on vient de vivre, pendant des mois, les ports fermés, les frontières fermées, pas moyen de circuler, vous vous dites, on doit produire local. Or, j'entends pas les financiers dire, OK, on va se mettre d'accord pour pouvoir pousser la transformation. Est-ce que ce n'est pas ça qui devrait être la priorité? Est-ce que vous avez réfléchi à ça, Lionel Zinsou? Alors, oui, c'est notre métier d'y réfléchir toute la journée. Alors, simplement, Rekia, les banques n'ont pas comme métier de prendre des risques. Il faut faire un tout petit peu attention à ce point. Ça existe, le métier de prendre des risques. Il y a des investisseurs professionnels qui attendent des plus-values qui doivent être beaucoup plus importantes pour couvrir les risques. Et c'est leur métier de prendre des risques et on leur confie de l'argent pour qu'ils prennent des risques. Les banques, elles gèrent l'épargne des gens. Elles gèrent les comptes à vue sur lesquels il y a vraiment les moyens de paiement des gens, les dépôts à terme. Et il n'est pas question qu'elles aventurent l'épargne. Donc c'est vrai qu'il faut leur donner des assurances. Le mot assurance est essentiel. Quand vous posez, Alain, la question, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Nous sommes le continent où on utilise le moins les assurances. Quand on dit il faut des garanties, c'est une forme d'assurance. Mais il faut, par exemple, dans l'agriculture, il faut des assurances récoltes. Dans le monde entier, il y a des assurances récoltes. En Afrique subsaharienne, il n'y a pas d'assurance récolte. Et pourtant, vous pouvez avoir des problèmes de pluviométrie, parce que nous sommes en plein changement climatique. Vous pouvez avoir des problèmes de criquets qui créent en ce moment en Afrique de l'Est des catastrophes. Tout ceci s'assure. Ça n'est pas très cher à assurer. Il faut des assureurs, il y a des assureurs. Il faut développer ce produit, encourager ce produit et assurer les récoltes. Ça, c'est très important. Quand Rekia nous présente un projet togolais que j'approuve entièrement et qui va réussir, mais les banques ont encore 50% du risque. Non, il ne faut pas 50% du risque. Il faut une couche de garantie qui est une assurance supplémentaire après qu'on a assuré les récoltes et qui nous amène à 90%. Les banques peuvent prendre 10% du risque sur leur marge. Elles peuvent faire ça. Et c'est bien parce que sinon, elles vont sélectivement distribuer n'importe quoi s'il n'y a vraiment plus aucun élément de risque. Mais pas en dessous de 90%.
C'est ça qui fait réussir le projet. Après avoir déjà mis en place l'assurance. Nous avons besoin d'assurance vie, nous avons besoin d'assurance sinistre, mais d'abord, dans un continent où on a un problème de sécurité alimentaire, il faut la sécuriser par des assurances sur les récoltes. C'est vraiment fondamental. Et puis, les banques ne peuvent pas faire non plus de petits prêts à un agriculteur. Parce qu'un petit prêt n'est pas du tout rentable en termes de capacité de gestion du prêt. Alors il faut savoir passer par la microfinance qui, elle, est un peu plus chère, c'est évident, mais elle sait faire. Ce que vous appelez la finance de masse. Moi, j'appelle ça la finance de masse, parce qu'à force de retenir que c'est micro, on va lui donner de la micro-importance. Alors que c'est la finance de masse, c'est celle qui atteint le mieux encore, ou le moins mal, nos populations. Et en fait, c'est la microfinance qui fait le fond de roulement de nos commerçants, de nos artisans, qui fait le fond de roulement des petites entreprises. Et comme disait Mreka, nos petites entreprises, c'est quand même 90% des entreprises. Donc on sait assez vite ce qu'il faut faire. Il faut des couches d'assurance. L'Afrique n'a aucune raison de rester le continent où personne n'est assuré. Parce qu'on n'a pas de protection sociale pour des raisons de pauvreté, en fait, fondamentale des États. On n'a pas d'assurance sinistre, on n'a pas d'assurance récolte, et on n'a pas de mécanisme de garantie. Donc s'il y a quelque chose à faire qui a été révélé, mais on a les instruments de base, hein, mais révélé, parce que là on en a un besoin en masse, c'est vraiment ça. On a besoin de dérisquer, comme disent les financiers, de façon à pouvoir s'engager. L'Afrique a de l'épargne. On ne peut pas perdre l'épargne de l'Afrique. Ça, c'est pas possible. Et les banques centrales jouent le jeu, je vous assure. La Banque Al-Maghrib au Maroc, 95%, elle a mis en place 95% de garantie avec la Caisse centrale de garantie du Royaume. Donc, on sait qu'on peut faire comme les Marocains. On est à 0%. Oui, on sait qu'on peut faire comme les Marocains, qui d'ailleurs offrent de nous aider techniquement, parce qu'il y a quelques petits problèmes juridiques et techniques et actuariels, etc. Non, on a les instruments, ils sont simplement dans l'enfance. Il s'agit de les faire grandir dès l'année 2021, parce qu'on en a besoin pour le rebond maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants, les autorités en ont pris conscience? Oui, moi c'est pour ça que je vous dis, c'est certainement pas une opportunité, mais c'est certainement une occasion de prise de conscience. Et de prise de conscience de ce que font les meilleurs parmi nous en Afrique. Rapidement, parce que je voudrais poser une question à M. Ta. Oui, effectivement. Non, sur 2 points avec le Premier ministre Zinsou. Sur la question du risque. D'abord et avant tout, une banque commerciale est une entreprise. Et une entreprise qui veut faire de l'argent, si on le dit de façon très terre-à-terre. Et pour une entreprise qui veut faire de l'argent, elle prend un risque. Donc, une banque commerciale, dans tous les cas, pour faire du business, elle prend du risque. À côté de cela, effectivement, le métier de perception, ou plutôt le métier d'évaluation de risque, appartient à un autre corps de métier. Mais mon propos par rapport aux banques commerciales, en ce qui concerne la perception du risque, en ce qui concerne la prise de risque, est indispensable en ce sens que les entreprises dont on parle, quand elles sont déjà limitées parce qu'elles n'ont pas accès pour des questions de garantie et autres, il y a un souci. Et je voudrais même aller plus loin. Je n'ai pas développé le mécanisme parce que justement, je me disais bien que ce n'était pas le propos ici, mais le mécanisme dont j'avais parlé, j'ai donné un exemple sur les 50% de garantie prise en charge, mais dans certains modèles de ce même mécanisme, on va jusqu'à 90%. Mais le banquier, en vérité, ne veut prendre aucun risque. Et c'est là où je dis qu'il y a un souci. On parle de la frilosité du banquier. Exactement, parce que là, vous aurez du mal à dire au plus grand nombre de Zinsou que le banquier en Afrique n'est pas frileux. Surtout en Afrique francophone, tout le monde, tous les artisans vous diront le banquier, lui, n'attend que... Pas que les artisans, et même dans le mécanisme MIFA en question, ce n'est même pas des producteurs individuels, forcément. On va vers des clusters et ce sont des groupements, mais malgré cela, et malgré même les assurances, c'est tout un package. C'est pour ça que je parlais de partage de risque. C'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir sur les garanties que l'on peut apporter aujourd'hui, la manière de faire la banque aujourd'hui. C'est un package de garanties. Là, vous parlez du monde d'avant. Je crois même que vous parlez d'un monde d'il y a 10 ans. Il y a très peu de continents qui sont en train de faire aussi rapidement que l'Afrique. En fintech, dans la technologie appliquée à la finance, il y a très peu de continents qui sont en train, partant de très très bas, je vous l'accorde, de faire aussi vite en termes de développement des marchés financiers, de Johannesburg à la BRVM d'Abidjan. Il faut quand même que vous preniez en compte qu'il y a une vitesse, il y a un changement. Il y a des banques panafricaines maintenant. Regardez, il y a des banques d'un monde très ancien qui quittent l'Afrique.
Et elles sont remplacées par quoi? Par des banques marocaines, par des banques nigérianes, par des banques sud-africaines qui deviennent présentes partout. Et donc, évidemment, est-ce qu'on n'a pas gardé les mêmes mécanismes? On aura des solutions africaines avec des banques africaines et panafricaines, évidemment. Donc, faites quand même un tout petit peu la part du fait que l'Afrique est en train de faire un effort de modernisation très grand. Mais je donne acte à Rekia que ce n'est pas encore forcément descendu sur le terrain. On a simplement les instruments. Et maintenant qu'on sait comment on s'en sert, je vous assure que c'est vraiment une priorité dès 2021. Alors là, je me tourne vers Monsieur Oulta, vous qui êtes une banque de développement. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas penser à comment on produit local, comment on devient moins dépendant et avoir une stratégie financière là-dessus? Est-ce que les financiers ne devraient pas plancher dessus pour se dire, bon, OK, maintenant on a compris qu'à un moment donné, on peut ne plus avoir les autres pour apporter chez nous, c'est l'occasion de produire local. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne réalité? Parce que tout le monde en parle en disant, OK, on va produire local, on va travailler sur place et on va consommer ce que nous avons produit. Comment on fait ça? Je pense que nous avons eu la chance au niveau de la BADEA d'avoir engagé une concertation très vaste au cours des 2 dernières années, juste avant Covid, pour élaborer notre stratégie BADEA 2030 qui est parfaitement alignée aux objectifs de développement durable et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette concertation qui a couvert tous les gouvernements, avec un questionnaire adressé à tous les gouvernements, des ateliers qui ont regroupé un certain nombre de ministres du plan, de l'économie et des finances, et aussi des concertations avec le secteur privé, avec les banques de développement, avec les banques commerciales, avec les acteurs de la société civile. Cela nous a permis de définir 4 piliers importants. Et je pense que ces piliers aujourd'hui sont plus que jamais pertinents pour l'après-Covid-19. D'abord, les infrastructures. Vous êtes à Covid-19, Covid-2000. Si vous allez à 2000, on s'en sort pas. Donc, le premier pilier, c'est l'infrastructure. L'infrastructure, aujourd'hui, le Covid a révélé nos vulnérabilités. Comment déplacer des produits d'un pays à excédent vers un pays à déficit? Et même l'infrastructure numérique est encore à améliorer. Donc c'est pourquoi il faut développer des projets d'infrastructure qui puissent permettre d'abord de développer notre rêve de Smart Africa, mais aussi de développer des couloirs de transport ferroviaire et des couloirs d'autoroute pour permettre l'échange des biens. Parce qu'au moment où la pandémie s'est déroulée, il y avait des excédents dans certains pays et des déficits dans d'autres. Donc, mais la logistique n'était pas là pour permettre ce transfert. Deuxièmement, notre deuxième pilier, c'est les chaînes de valeur. Développer les chaînes de valeur en Afrique. Aujourd'hui, et je crois que Mme la ministre l'a évoqué ce matin, vous pouvez avoir les meilleurs intrants, vous pouvez faire les travaux du champ. S'il n'y a pas la logistique pour transporter le produit du champ vers le marché, ou si au marché, vous n'avez pas l'entreposage qu'il faut, et on a vu avec des taux de perte de 90% sur certaines récoltes dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Et pour la petite histoire, nous avons engagé un projet justement en partenariat avec d'autres partenaires pour réduire les pertes de récoltes. Donc les chaînes de valeur, il faut les développer. Tous les maillons de la chaîne doivent travailler en harmonie. Sinon, si l'un des maillons ne fonctionne pas, toute la chaîne ne fonctionnera pas. Alors que l'Afrique peut nourrir l'Afrique facilement. Le troisième maillon, et qui est pour moi le plus important, le troisième axe stratégique, c'est l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, plus de 50% des Africains sont des femmes. Et plus de 70% sont des jeunes. Donc, il faut les impliquer. Au lieu qu'ils cherchent à trouver des emplois, il faut les amener à créer des emplois. Et en créant des emplois, comment créer des emplois? C'est à travers l'entrepreneuriat. Développer l'esprit d'entrepreneuriat. Cela demande de sortir des sentiers battus, comme l'a dit Mme la ministre. Cela demande, comme l'a dit M. le Premier ministre, d'avoir une nouvelle manière d'approcher la réalité sur le terrain. Et l'intermédiation financière doit faire appel à des services comme l'assurance et à la garantie. Aujourd'hui, au niveau de la BADEA, nous avons commencé à travailler avec le FAGAS pour réellement que cet outil qui existait là, mais qui a besoin d'être modernisé, qui a besoin d'être transformé, puisse permettre de contribuer justement à garantir les financements nécessaires pour financer l'économie africaine. Et nous sommes aujourd'hui à quelques jours du point de départ de la zone de libre-échange. Cette zone de libre-échange requiert... C'est une urgence. C'est une urgence et elle requiert aussi des services financiers qui sont à l'échelle continentale, et ça requiert aussi des réglementations. Et là,
il y a un aspect réglementaire qui est extrêmement important, c'est que les États doivent accompagner en mettant en place les réglementations nécessaires pour permettre aux activités financières transnationales de se développer. Alors, j'ai envie que nous venions à des choses où tout le monde nous entend. On a entendu qu'il nous faut des infrastructures, qu'il faut organiser les femmes, qu'il faut organiser la jeunesse, qu'il faut permettre à tous ces mouvements qui sont en train de se faire d'exister. Mais il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent. Certains ont dit, est-ce que cet argent, on ne doit pas le mobiliser sur place? Qu'il n'y a pas une urgence à mobiliser l'épargne locale, au lieu de chercher simplement ailleurs? Oui, alors il y a plein d'initiatives à cet égard. D'abord, le mouvement associatif est puissant. Par exemple, chez Southbridge, on est en train de développer un fonds Rugori, qui est un fonds de femmes entrepreneurs, entrepreneuses. Il faut s'appuyer sur le mouvement associatif, c'est très important, et notamment sur les femmes. Ensuite, vous avez des pays qui sont en train de créer des fonds souverains pour mettre à disposition du secteur privé des capitaux longs ou des fonds propres pour compléter les tours de table. Parce que une première génération d'entrepreneurs, ils ont besoin qu'on leur rapporte de l'épargne. Même des pays, Djibouti vient d'en créer un, qui n'ont pas de rente pétrolière, minière, etc. Et d'autres pays, en ce moment, d'Afrique occidentale, préparent ce genre d'instruments. Pourquoi? Pour être capable d'accompagner le secteur privé. On ne peut pas s'inventer entrepreneur, oui, parce qu'on a du talent, mais on ne peut pas inventer les capitaux. L'Afrique a de l'épargne. L'Afrique épargne plus que l'Europe quand vous prenez le chiffre de l'épargne sur l'ensemble du continent. Cette épargne, elle n'est pas toujours gérée en Afrique. Vous avez des fonds comme le fonds Diamant en Afrique australe et autres qui placent en bon du trésor américain parce que c'est plus sûr, c'est un marché plus large, etc. Donc tout le monde comprend qu'on est obligé de ramener l'emploi de l'épargne d'Afrique en Afrique. Ça, tout le monde en est désormais conscient. Et c'est effectivement ça les moyens. Mais encore une fois qu'on aura utilisé toute la panoplie qu'on connaît, je vous assure qu'on ne sera pas à 5% de croissance, ce qui n'était pas mal par rapport au reste du monde. On va s'ajouter 2 ou 3 points de croissance. Mais la détermination que nous donne le Covid, c'est on peut beaucoup mieux utiliser tout ce qu'on a. Et tout ce qu'on a, c'est en Afrique. Oui, on a besoin de l'épargne de l'extérieur, c'est bienvenu, mais la première forme d'épargne de l'extérieur, ce n'est pas les apports du Fonds monétaire et de l'aide publique au développement, c'est la diaspora. C'est la diaspora. C'est-à-dire c'est nous-mêmes, c'est la 6e région. Et ça, c'est une épargne de réserve qui ne demande que ça à s'employer mieux sur place. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, Alain. En fait, ça n'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'aller vite et de parler aux vrais gens. C'est ce que disait Rekia, les vrais gens. C'est-à-dire, mais il ne faut plus que ce soit aérien, on doit venir à l'économie réelle. Mais on doit admettre que c'est le secteur informel qui fait 50% du PIB, de la création de richesses. On est obligé d'admettre que c'est le secteur informel qui fait 80% des nouveaux emplois. Et on est obligé de s'occuper d'eux. Je vous rappelle qu'on nous a livré un continent sans secteur privé. Les privatisations ont commencé de créer quelques grands groupes. Prenez le grand groupe le plus célèbre, le numéro 1 d'Afrique, le groupe Dangote, il a 20 ans. Il n'en a pas 100, il en a 20. Donc, on nous a livré un continent où il n'y avait pas de secteur d'infrastructure, où il n'y avait pas de route, où il n'y avait pas d'école, mais il n'y a même pas d'entreprise, mais il n'y a même pas d'entreprise privée. Donc, il faut voir le travail. Et on a besoin d'accélération. Moi, j'aurais préféré que l'accélération soit le fait d'une prise de conscience sans qu'on ait la peste pour être obligé d'accélérer. Espérons qu'on va tirer le meilleur de cette... Mais vous voyez, ça devient très concret quand même. C'est-à-dire, on a la panoplie, on a les hommes. Ce que disait le directeur général de la BDA, c'est la concertation. Et d'ailleurs, le secteur privé, remarquez, il a abondé dans chaque pays les fonds volontairement. Prenez un pays comme le Nigeria, c'est spectaculaire. D'une certaine manière, les grandes entreprises du Nigeria, les grandes fortunes du Nigeria ont fait un effort financier supérieur encore à celui de la puissance publique. Donc, maintenant, on a un secteur privé et il est en train de prouver en ce moment que, bon, pour les grandes entreprises, c'est déjà fait et que maintenant, il faut s'occuper des vrais gens, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper des 80%. Malheureusement, le temps n'est pas extensible. J'aurais voulu qu'on continue cette discussion. On reviendra dessus puisqu'on parle beaucoup d'opportunités depuis cette Covid. Et vous venez d'en faire la preuve ici en évoquant les différents secteurs. On espère que le grand public, la masse dont parle régulièrement Rekia Madougou,
profitera de ce changement aussi et que les choses ne resteront pas tout en haut, comme elle l'a dit, elles descendront un peu plus bas, qu'il y aura des mécanismes de coercition pour ceux qui ne veulent pas faire descendre cet argent qui a été débloqué aux plus grandes masses. Essayons l'assurance avant la coercition. Prenons la coercition. En dernier ressort. Dernier ressort. L'assurance n'a pas beaucoup marché. Merci beaucoup, Rekia Madougou, d'être venu. Merci, Lionel Zinsou. Merci, M. Oulta. Le débat africain est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.